une fois, bienvenue à nos OVH Cloud Tech Talk. Dans l'épisode de ce soir, on a Bastien, développeur dans notre team Data Convergence, qui va nous parler d'un des nouveaux services qu'on est en train de sortir autour de Spark. Je pense que vous allez aimer. Et sans plus de délai, je laisse le contrôle à Bastien. À toi de nous raconter. Merci Horacio. Aujourd'hui, je vais vous présenter OVH Cloud Data Processing. C'est un nouveau produit sur lequel on a travaillé qui va vous permettre de valoriser vos données sur le cloud, sur le cloud OVH. Rapidement, je vais me présenter. Comme l'a dit Horacio, je fais partie de l'équipe Data Convergence. Ça fait maintenant 2 ans que j'en fais partie. Dans l'équipe, on développe notamment le catalogue data d'OVH Cloud. L'année dernière, on a sorti Analytics Data Platform. C'est un service qui vous permet de déployer en moins d'1 heure un cluster Hadoop carverisé sur le cloud d'OVH. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à Data Processing, qui là va plus être du job Spark as a Service. Donc, on va très vite démarrer en parlant du Big Data. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt d'en faire? Ensuite, on va discuter un peu de qu'est-ce que le cluster computing et plus particulièrement de la technologie Spark. On verra un peu dans les détails comment ça fonctionne Spark avec un premier exemple où on va compter des paroles, enfin des mots dans les paroles des différentes musiques les plus connues des 50 dernières années. Enfin, je vous parlerai de OVH Data Processing à travers un exemple où on va s'intéresser au taxi new-yorkais. Et pour finir, je vous parlerai de la roadmap et du futur du produit. Donc rapidement, pourquoi on a besoin d'étudier la donnée? Donc ça peut être tout simplement pour développer de nouveaux produits. On va s'intéresser aux produits passés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le produit futur. Donc ça peut être d'un point de vue marketing, ça peut être d'un point de vue développement et design du produit. Et tout ça, en fait, ça nous mène à essayer de prendre de meilleures décisions à partir de la donnée qu'on a sur des faits avérés. On va essayer également de prévenir des dangers ou de la fraude. Donc typiquement, si on étudie le comportement de nos clients sur une boutique en ligne, etc., on va pouvoir très vite se rendre compte si le client a été piraté et si quelqu'un essaye d'utiliser frauduleusement ses moyens de paiement. Typiquement, sur une boutique en ligne, si on voit qu'il achète des choses qu'il n'avait pas du tout l'habitude d'acheter, on va tout de suite bloquer le compte et envoyer un mail pour essayer de voir si le client, c'est bien le client, le propriétaire de la carte qui essaye de faire ses achats. Également, une des applications, ça peut être de la prévention, de la prévision d'événements. Typiquement, on va essayer de voir, par exemple, dans les voitures autonomes, de voir si on n'arrive pas à détecter des patterns dans les accidents. Donc, si on commence à voir qu'un conducteur en face de nous dévie de ligne, on va commencer à se dire peut-être que là, il y a un problème, il faut faire attention, il risque d'y avoir un accident. Donc, toute cette donnée, en fait, toute l'analyse de la donnée va nous permettre de faire des décisions, prendre des décisions pour l'avenir. Cette donnée, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. On voit que durant ces 2 dernières années, on a produit 90% de la donnée qui existe dans le monde. C'est énorme et ça fait réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, la loi de Moore, donc la loi qui dit que tous les ans, on double notre capacité de calcul, cette loi n'est plus vraie. Donc, on voit que d'un côté, la quantité de data continue à augmenter exponentiellement, mais on a de moins en moins les moyens de calculer cette donnée, d'étudier cette donnée, ne suivent pas. Donc, forcément, il y a une problématique qui commence à émerger. Également, on voit que, comme je le disais, les voitures autonomes, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et qui sont dans l'avenir quelque chose qui va être de plus en plus présent dans le monde. Une voiture autonome, ça produit 20 terabits de données par heure. Donc, toute cette donnée, bien sûr, on ne la récupère pas. Ça peut être des images de caméras qui vont juste jamais être utilisées, mais ça met un peu en perspective
les volumes de données qu'on va avoir besoin d'analyser demain. Également, Twitter, c'est plus de 500 millions de tweets par jour. Donc, c'est énorme. Si on veut faire la classification de tweets, si on veut faire les tendances, etc., il faut avoir les moyens de calculer, d'étudier tous ces tweets. Et bien sûr, on ne va pas le faire sur un ordinateur de bureau classique. Également, les objets connectés, c'est de plus en plus présent et ça va venir de plus en plus. Personnellement, j'ai plusieurs objets connectés chez moi. Je suis pratiquement sûr que chez vous aussi, vous avez des objets connectés. Donc ça, c'est pareil, c'est des objets qui vont créer de la donnée. Et toute cette donnée-là, il faut en faire quelque chose, sinon elle va servir à rien. On ne va pas extraire la valeur de toutes ces données. Donc rapidement, où se trouve toute cette donnée? On voit que jusqu'à maintenant, jusqu'aux années 2017-2018, la majorité de la donnée se trouvait chez les clients, donc chez vous, chez moi, sur nos ordinateurs personnels, sur nos smartphones, etc. Mais de plus en plus, la donnée bouge vers les entreprises et vers les gros clouds. Donc ça, c'est intéressant de savoir où se trouve la donnée afin de faire en sorte d'être au plus près de celle-ci pour pouvoir en faire quelque chose, la valoriser, afin d'éviter d'avoir des temps de transfert trop longs, etc. Donc, maintenant, je vais parler rapidement du cluster computing. Qu'est-ce que c'est le cluster computing? Comme je vous l'ai dit, les volumes de données explosent et quand on veut l'étudier, ce n'est pas possible de le faire sur un ordinateur de bureau ou même sur un seul serveur chez un hébergeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre plusieurs ordinateurs et les réunir dans ce qu'on appelle un cluster d'ordinateurs. Le souci, c'est que maintenant, on va avoir plusieurs points d'entrée pour ce qui est du code et la donnée. Donc, on va avoir besoin d'un nouvel outil qui va permettre de faire un peu la colle entre ces différents ordinateurs pour qu'on n'ait plus qu'un seul point d'entrée en termes de données et de code pour analyser cette donnée. Donc, c'est là qu'on voit que Spark, c'est aujourd'hui l'outil le plus utilisé et le plus reconnu pour faire cette colle et créer des clusters d'ordinateurs pour traiter la donnée. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que Spark était le plus connu. C'est que notamment c'est open source, il y a une très grosse communauté derrière, c'est rapide, c'est ce qu'on lui demande, et ça supporte les principaux langages utilisés par les data scientists, à savoir R, Python, Scala et Java. Et enfin, bien sûr, ça permet de faire du cluster computing. Donc rapidement, on voit que sur Google Trends, la popularité de Spark est bien supérieure à d'autres frameworks tels que Flink ou Storm. Donc, qui aujourd'hui utilise Spark? Netflix, par exemple, le géant de la VOD, utilise Spark pour faire de la recommandation. Donc, il va entraîner des modèles de machine learning pour permettre de recommander les meilleurs titres en termes de films et de séries pour ses clients. On a également en France Criteo, qui, cette entreprise-là, elle, permet de faire de la recommandation de publicité en ligne, etc. Donc, eux, pareil, ils vont faire du machine learning, ils vont entraîner leur modèle de machine learning à l'aide de Spark. Je vous ai mis des liens vers donc pour Netflix, c'est un talk Databricks où c'est très intéressant, où ils racontent un peu quel est leur pipeline en fait avec Spark. Et Criteo, c'est un blog où pareil, qui raconte leur utilisation de Spark. Donc, Spark dans la pratique, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, c'est un cluster d'ordinateurs. On met à disposition de Spark des ordinateurs. Il va en faire un cluster. Il va faire un peu la colle entre ces ordinateurs-là. Et après, sur ce cluster-là, on va pouvoir soumettre des jobs. Alors, un job, c'est quoi? Ça va être tout simplement son code qu'on va envoyer au cluster Spark pour exécuter sur de la donnée. Un job Spark, c'est composé de deux types de machines. Le driver, qui lui va s'occuper de chapeauter le job, c'est-à-dire qu'il va il va donner du travail aux workers. Donc ça, c'est le deuxième type de machine. Donc les workers, eux, exécutent le code réellement. Ils vont traiter la donnée et le driver, lui, va chapeauter, va diriger le tout, va mener la danse pour dire à tel worker, fait tel travail, etc. Donc, dans la pratique, pour submit un job, pour lancer un job sur un cluster Spark, on va utiliser ce qu'on appelle le Spark Submit. Donc, c'est une commande
qu'on utilise dans un invité de commande, tout simplement. On va pouvoir y spécifier le code qu'on veut exécuter, la taille du cluster, donc en termes de giga de RAM et de cœur, de cœur de CPU, et le nombre d'exécuteurs. Donc, une fois que ça c'est fait, Spark va automatiquement orchestrer le job dans le cluster. Donc, pour illustrer cet exemple, on va prendre les 100 musiques les plus écoutées d'après Billboard entre 1965 et 2015. Donc, ça fait en tout plus de 5000 musiques pour lesquelles on a comme information l'artiste, le titre et notamment les paroles. C'est à ça qu'on va s'intéresser. Donc, on va faire un peu le Hello World de Spark, c'est-à-dire on va compter quels sont les mots les plus utilisés à travers les années dans les paroles de musique. Donc ça, c'est un dataset que vous pouvez retrouver sur GitHub, il est libre. On a également fait un petit tutoriel sur la documentation OVH si vous voulez la retrouver. Donc, ce que Spark va faire quand on va lui soumettre ce dataset avec le code pour compter les mots, enfin les paroles, c'est que Spark va prendre le fichier avec l'ensemble des paroles, il va le diviser à travers ces différents workers. Donc là, si on a 3 workers, ce que Spark va faire, c'est qu'il va prendre un tiers du fichier, l'envoyer à un premier worker, un autre tiers, l'envoyer au deuxième worker, et un troisième tiers, et l'envoyer au dernier worker. Une fois que les différents workers ont effectué leur travail, ils vont regrouper leurs résultats et fournir un résultat final au driver qui va ensuite pouvoir être utilisé par le data scientist. Donc, le dataset utilisé avec les paroles, il était assez petit, il faisait 8 mégabits environ. Donc, ça en soi, c'est très rapide à exécuter déjà sur un ordinateur de bureau. Donc, moi, j'ai fait le test sur mon PC de bureau. J'ai réussi à faire l'expérience en moins d'1 seconde. Alors que si j'utilisais Spark, ça me prenait environ 1 minute parce qu'il faut le temps de lancer le cluster, de lancer les commandes, etc. Donc, ce n'est pas intéressant sur des petits datasets comme ça. Du coup, ce que je me suis dit, ce que j'allais faire, c'est multiplier, reprendre le même dataset et le multiplier, le doubler, voire même, j'ai fait fois 100, fois 1000, fois 10 000 et fois 100 000, et refaire la même expérience et voir à quel moment, en fait, Spark allait devenir intéressant. Donc, on peut voir que au moins d'1 giga, Spark n'est pas intéressant. Le temps de faire, de créer le cluster, de créer le job et de lancer les différentes, le code, ça met trop de temps. Pareil, si on est encore dans les 10 gigas, c'est pas intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est quand on se rapproche de la centaine de gigas et du téraoctet, où là, en fait, le fait qu'il y ait plusieurs machines et qu'on distribue vraiment le calcul à travers ces machines, là, ça devient intéressant. Quand on est sur des petits datasets, ce n'est pas forcément intéressant. Le temps de développement et le temps de lancer les jobs, on aurait mieux fait de le faire directement sur un PC. Donc, Spark, aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même sur votre propre infrastructure. C'est relativement facile, mais ça prend quand même un peu de temps et des compétences pour créer son propre cluster chez soi. Ensuite, une fois que le cluster est créé, ça va demander des personnes qui vont entretenir ce cluster parce que on sait très bien, l'informatique, ça marche bien, mais il va toujours y avoir quelques soucis, un des nœuds du cluster, un des workers du cluster qui va pas fonctionner, donc il va falloir remplacer. Donc, il va falloir quelqu'un en permanence pour s'assurer que le cluster fonctionne bien. Ensuite, un cluster, ça va être on va avoir une version pour ce cluster-là et on ne va pas pouvoir en bouger. Donc, si on veut submit un job avec une autre version de Spark, donc par exemple, Spark vient de mettre à disposition la version 3.0, donc une nouvelle version majeure de Spark. Si on a un ancien cluster, par exemple en version 2 de Spark, on ne va pas pouvoir submit un job avec la version 3 de Spark. Et inversement, si on se dit, bon, bah, très bien, on va passer à la nouvelle version de Spark 3.0 pour le cluster, on va créer un nouveau cluster. Nos anciens jobs qui sont en version 2
ne vont pas pouvoir être exécutés forcément sur le nouveau cluster en version 3.0. Donc là, ça pose des soucis. On va peut-être pas vouloir garder deux clusters en situation opérationnelle en même temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande des gens qui vont s'occuper de ces clusters-là. Donc là, on a un premier souci. Ensuite, on va avoir, quand on crée un cluster, on va lui allouer des ressources, donc des machines, et ces machines vont définir un peu la taille de notre cluster Spark. Si, par exemple, en semaine, on a beaucoup de personnes qui veulent utiliser ce cluster-là, il y a des gens qui risquent de se retrouver sur la touche à devoir attendre que d'autres jobs se finissent pour pouvoir libérer de l'espace sur le cluster. Donc, tout le monde ne va pas pouvoir forcément travailler en même temps, à moins qu'on prévoit un très gros cluster, mais là se pose un autre problème, c'est qu'on ne va pas forcément utiliser le cluster à 100% de sa capacité en permanence. Et ça, c'est un problème parce qu'on va payer les instances, on va payer les ordinateurs qui composent le cluster. Donc, pareillement, en période de vacances, quand il y a moins de monde à travailler, le cluster ne va pas être utilisé à 100% de ses capacités et on va payer un cluster qui n'est pas forcément utilisé à son plein potentiel. Et enfin, un des derniers problèmes, c'est la région. Donc, quand on va créer un cluster Spark, on va essayer de faire en sorte que les machines soient le plus proches les unes des autres. Donc, si on le fait dans le cloud, on va essayer de faire en sorte que toutes les machines soient dans la même région, que le réseau soit rapide entre ces machines-là et réduire au maximum la latence. Le souci avec ça, c'est que si ma donnée est dans une autre région où se trouve mon cluster Spark, je vais devoir bouger toute ma donnée d'une région à une autre juste pour faire une étude dessus. Typiquement, une société internationale telle que OVH Cloud, on a des clients en France, mais également au Canada, en Pologne, etc. Donc, le mieux, c'est quand même d'être au plus proche de sa donnée pour éviter d'avoir des transferts et réduire au maximum la latence. Donc là, c'est également un problème. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, l'une des solutions qui existent, c'est de créer un cluster Spark par job. Le souci, ce qui va nous permettre, enfin, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir créer son cluster n'importe où, avec n'importe quelle version et au plus proche de la dimension qu'on veut en termes de ressources RAM et CPU. Donc, c'est là qu'intervient OVH Cloud Data Processing. Donc, comme on l'a vu, on veut faire du calcul distribué à travers un cluster de machines. Donc, cette demande-là est répondue par Spark. On veut pouvoir être dans différentes régions à travers le monde pour être au plus proche de sa donnée, mais également pour respecter les lois sur la donnée. Aujourd'hui, on le sait, c'est un débat de plus en plus présent dans les médias, c'est qui a accès à mes données et est-ce que je veux les garder dans le pays où elles sont faites, etc. Donc ça c'est possible avec OVH Cloud. On est présent en Europe, en Amérique du Nord, mais également en Asie. On veut être dans le cloud, c'est là où se trouve la donnée et c'est là où va se trouver la donnée de plus en plus. Donc pareil, on a avec OVH Cloud un public cloud développé. Et finalement, on veut aussi avoir un cluster par job pour ne pas être lié à un cluster qui va être dans une version définie, dans une région définie, et avec des ressources qui sont partagées. Là, c'est OVH Cloud Data Processing qui va vous permettre de faire ça. Donc, OVH Cloud Data Processing, comment ça fonctionne? Vous allez tout d'abord mettre à disposition sur le cloud OVH, dans l'object storage d'OVH, votre code. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir lancer votre job Spark. Une fois que c'est fait, Data Processing va récupérer votre code directement depuis l'object storage, l'exécuter sur des instances OVH. Une fois que le code commence à être exécuté, votre code va pouvoir en fait aller récupérer la donnée n'importe où sur Internet à partir du moment où elle essaye de la récupérer sur des ports qui sont supportés par Data Processing. Pareillement, une fois que les calculs sont faits et qu'on veut renvoyer le résultat du job, vous allez pouvoir renvoyer ça n'importe où. Même chez nos concurrents, il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est sur
des ports supportés par Data Processing, en sachant bien sûr qu'on a ouvert les ports les plus utilisés de bases de données, de Kafka, FTP, etc. Et une fois que le job est fini, Data Processing va automatiquement renvoyer les logs du job dans votre Object Storage pour que vous puissiez faire du débugage. En parallèle de ça, quand un job va tourner, vous allez avoir accès en direct, donc pas besoin d'attendre, vous allez accéder directement à vos logs en temps réel. Donc, si vous avez le moindre souci avec votre job, vous pouvez le terminer, il n'y a pas de souci, vous faites votre modification, votre correction dans votre code, et vous allez pouvoir relancer un nouveau job. Également, vous allez avoir accès à votre Spark UI, tout ce qui est de façon normale, comme si c'était un Spark, comme si votre job était exécuté sur un cluster Spark normal en Emacs. Également, on a mis tout un tas de métriques à votre disposition sur votre cluster Spark, sur votre job Spark, qui va vous permettre en fait de savoir si vous avez correctement dimensionné en termes de RAM, de CPU, mais également en termes de distribution avec le nombre de nœuds, votre job. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir tweak votre dimensionnement au mieux. Donc aujourd'hui, Data Processing, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire du Apache Spark 2.4.3. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Spark a sorti la version Major 3 récemment. On est en train de travailler pour la mettre à disposition. Vous allez pouvoir également exécuter du code en Java, Scala et Python. On ne supporte pas encore R, peut-être prochainement, selon les demandes que vous avez. En termes de région, on a l'Europe avec la France. On travaille sur mettre à disposition le Canada à Beauharnois. Et enfin, vous allez pouvoir lancer des jobs avec des exécuteurs de 60 Go de RAM, 16 cœurs CPU et jusqu'à 10 exécuteurs par job. Donc, comment vous allez pouvoir lancer votre job sur Data Processing? Tout ce qui est plus simple avec une interface web dans le control panel OVH Cloud dans la section Public Cloud. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il faut en termes de dimensionnement, etc. Vous pouvez également utiliser l'API OVH Cloud. Ça va être plus pour automatiser des lancements, etc. Et enfin, on a développé un client pour Data Processing qui s'appelle OVH Spark Summit, qui est très similaire au Spark Summit et qui va avoir des options adaptées à Data Processing. Ce client-là est open source, vous pouvez le retrouver sur GitHub, vous pouvez retrouver tout le code sur GitHub. Et il va permettre également de télécharger automatiquement tout votre code directement dans l'Object Storage et le lancer dans la foulée. Donc, ça permet de développer rapidement son code. Donc, maintenant, on va s'intéresser un peu au taxi new-yorkais. Donc, la ville de New York met à disposition un dataset assez intéressant. Donc, ces 10 dernières années, ils ont mis à disposition l'ensemble des courses de taxi avec plusieurs informations, donc la date, le nombre de personnes par course, le prix de la course, le type et les zones de prise en charge et de dépôt des personnes. Donc ça peut être super intéressant pour les sociétés de taxi, pour savoir un peu quelles sont les zones qui vont être les plus rentables pour elles de mettre des taxis. Mais également, ça va permettre de créer peut-être des routes. Donc, on sait que telle zone va plutôt mener à telle zone, etc. Donc, en fait, on va pouvoir un peu s'intéresser à ça. Donc, à travers cet exemple, on va voir comment fonctionne réellement Data Processing et comment submit un job à l'aide de l'interface web. Donc, ça va toujours se passer dans Public Cloud, dans les Public Cloud du control panel OVH. La première étape, c'est de mettre à disposition les données. Donc, la ville de New York met à disposition la donnée via des liens de téléchargement, tout ce qui est plus simple. Donc, nous, on veut que la donnée soit présente dans le cloud pour pouvoir utiliser des API S3 pour distribuer au mieux la donnée à travers nos différents workers. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé l'ensemble des données, je les ai mises
dans mon object storage Swift, et ensuite je pourrais les appeler grâce à l'API S3 Swift. Ensuite, on va vouloir submit notre job. Là, ça se passe dans Data Processing. On clique sur le bouton Start a new job. Et là, on va avoir tout un tas d'options. Donc, la première, ça va être le choix de l'engine, enfin, du moteur pour calculer, et la version de Spark. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne supporte que 2.4.3, donc le choix n'est pas possible. Ensuite, on va pouvoir choisir la région. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit également, on supporte que Kraken en France. Et après, on va s'intéresser un peu au dimensionnement de son job. On propose des templates d'instances tout fait. Donc, ça va être du 4 CPU et 15 Go de RAM ou du 8 CPU, 30 Go de RAM. Mais vous n'êtes pas forcément, ça ne vous convient pas forcément. Et du coup, vous pouvez vraiment customiser comme vous le souhaitez la taille de votre job en termes de CPU, de RAM, par exécuteur et pour le driver. Et bien sûr, vous pouvez ajouter plus ou moins de nombre d'exécuteurs sur votre job. Et enfin, la dernière étape, c'est de choisir le nom de son job. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas obligé, mais ça permet de se retrouver un peu dans tous ces jobs. Le conteneur Swift, où se trouve le conteneur d'Object Storage, où va se trouver le code que vous avez uploadé auparavant. Et vous allez devoir spécifier en quel langage est le code. Et enfin, l'exécuteur. Donc, une fois que le job est lancé, on va pouvoir avoir accès au contrôle panel de son job, dans lequel on va pouvoir avoir accès notamment aux logs et également un token qui va vous permettre de récupérer toutes les métriques pour votre job. Donc, dans l'exemple des taxis new-yorkais, moi, ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez rapide où, en fait, je vais compter le nombre de courses, je vais regarder d'où partent les courses, dans quelle région, enfin, dans quelle zone de New York, pardon, partent le plus de courses pour que les taxis new-yorkais puissent savoir où se trouver pour avoir le plus de chances de trouver une course. Donc là, je ne me suis pas forcément embêté, j'ai juste logué directement dans la console, dans les logs Spark, les résultats. Donc on peut voir que la zone 161 de New York est la plus prisée pour prendre une course. Donc c'est peut-être là qu'il faut se trouver en tant que taxi si on veut trouver des courses rapidement pour maximiser ses chances de trouver quelqu'un. Donc là, c'est quelque chose d'assez rapide, mais on peut très, très vite imaginer quelque chose de plus complexe où on va regarder quelle zone paye le mieux en termes de courses pour peut-être où il y aura moins de courses, où on en trouvera moins fréquemment, mais où on sera mieux payé, etc. Donc pour ce job-là, j'ai utilisé un cluster un driver de 4 cœurs et 15 Go de RAM et 5 exécuteurs de 8 cœurs et 30 Go de RAM, et ça m'a pris environ 15 minutes pour étudier plus de 100 Go de données. Donc si on fait le calcul rapidement, ça m'a coûté environ 1,33 € sur Data Processing de faire un calcul sur autant de données. Donc ça reste rapide, étant donné que c'est quand même pas forcément quelque chose de très recherché en termes de calcul, mais c'est intéressant de voir comment c'est fait. Donc maintenant, on s'est intéressé un peu à qu'est-ce que Data Processing aujourd'hui, mais quels sont les développements prévus pour demain, etc. Donc la roadmap aujourd'hui, on est encore en bêta, c'est gratuit d'utiliser Data Processing. Donc n'hésitez pas à aller tester un peu par vous-même le produit. D'ici, dans les prochaines semaines, on prévoit de faire la mise en production dans laquelle on va intégrer la facturation, donc ça ne sera plus gratuit d'utiliser le produit. Pour autant, si vous voulez tester un peu, vous pouvez toujours utiliser les vouchers, les bons de réduction disponibles sur le cloud OVH Cloud. À l'avenir, on va proposer différentes raisons. J'en ai déjà parlé. On veut développer le service au Canada. Donc,
le service va bientôt arriver au Canada, plus de flavor et de prix. Donc ça va être notamment pouvoir peut-être proposer à l'avenir des instances avec du GPU pour faire plus du machine learning, etc. et adapter le prix au mieux. Plus de moteurs de calcul. Donc aujourd'hui, on propose que Spark, mais on réfléchit déjà à proposer de nouveaux moteurs tels que Flink à l'avenir. Et bien sûr, proposer plus de versions de Spark. Donc on aimerait suivre le développement de Spark au mieux pour que ça corresponde au mieux à ce que vous avez besoin au jour le jour. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Vous pouvez nous retrouver sur Gitter, sur le channel Data Processing. On sera ravis de répondre à vos questions. Donc voilà, merci à tous et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'interface GoToWebinar et Bastien se fera un plaisir à vous répondre. Donc, on attend quelques moments pour s'il y a des questions. Il y aura des instances GPU de prévues? On ne sait pas encore, ça va être surtout par rapport au retour que vont nous faire les clients. Aujourd'hui, on n'a pas encore forcément eu beaucoup de besoins de la part des clients, donc on ne sait pas trop, on y pense, mais ça va être vraiment selon les besoins du client. Parfait. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible, oui. Enfin qui est tout à fait envisageable. Parfait. Et vous avez d'autres questions alors? Sinon, en attendant, comme d'habitude, le prochain épisode sera soit jeudi de la semaine prochaine, soit jeudi d'après. Et ensuite, on fera une petite pause pour l'été, j'imagine, où on aura une périodicité un peu plus aléatoire, on va dire, en fonction de la disponibilité de différents speakers. En tout cas, le talk de Bastien aujourd'hui sera sur YouTube sûrement en début de semaine prochaine. Et on communiquera par nos différents réseaux de prochains talks. Et vous voyez là en bas des slides l'URL de ce talk dans lequel on mettra la vidéo et les slides que vous venez de voir. Ah, une autre question. Quelle chance pensez-vous pour Flink? Alors, pour Flink, je ne vais pas vous donner de date, mais ça va dépendre beaucoup de la demande client. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur Gitter si vous avez des demandes, mais ça peut être rapide s'il y a vraiment beaucoup de demandes. Mais pour l'instant, on va plus se focus sur Spark et proposer de nouvelles versions, etc. Et pourquoi pas Flink. Bon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de suivre nos Tech Talks. Et merci énormément à Bastien pour s'être proposé pour donner le talk d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.